Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez actuellement le podcast sur handicap et représentation dans la fiction imaginaire. Vous aviez sûrement, en avril 2025, écouté un podcast qui a été fait par mon ami Chris et qui a eu pour nom Handicap et le trône de fer. Il a été fait avec Babar, ici présente. Bonjour Babar. Bonjour à tous. Mais on avait également Chris et Eridan. Et comme invité, nous avions Symphonie. Bonjour. Et oui, parce que Symphonie est à nouveau présente. Dans ce podcast-là, on a parlé tout particulièrement du trône de fer et de la vision qu'avait, Martine de handicap. On le sait bien, Martine a une tendresse très particulière pour les infirmes, les bâtards et les choses brisées. Il l'a à de nombreuses reprises exprimé. Et c'est donc logiquement qu'à ce moment-là, les membres de la garde de nuit s'étaient penchés sur la représentation des handicaps dans toute leur diversité dans le trône de fer. Là, pour ce numéro 2, on va s'intéresser au handicap, toujours, évidemment, mais en élargissant le spectre dans tout ce qui est dans tout l'imaginaire, la fantaisie, le fantastique et la science-fiction. Et en plus de Symphonie, on a une nouvelle invitée, Yasmine Jebel. Bonjour Yasmine. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, on va représenter Symphonie. Donc, Symphonie, présente-toi, s'il te plaît. Alors donc je suis, Symphonie, merci de m'avoir, invitée à nouveau pour ce podcast. J'écris de la fantaisie depuis une petite vingtaine d'années. J'ai aussi un blog, où je parle, notamment de mes lectures, d'imaginaire et depuis quelque temps, je parle aussi un petit peu de représentation justement, des handicaps, dans l'imaginaire, Mmh. puisque je suis, moi-même, autiste et j'ai aussi, plusieurs, pathologies chroniques. Donc le sujet, m'intéressait, à différents niveaux. Parfait. Et toi, Yasmine, quel est ton lien avec le handicap et avec les cultures d'imaginaire? Alors moi du coup c'est Yasmine Jebel, je suis l'autrice d'un premier roman, Sirem et l'oiseau maudit, un Mmh. roman de fantasy qui est paru en 2023 et une série à paraître qui s'appelle Le Talisman des Quatre Dragons. Euh, et dans ces deux du coup romans, je vais parler du coup du handicap parce que de formation je suis kinésithérapeute et j'ai travaillé pendant près de 9 ans avec des adolescents en situation de handicap. D'accord. Mm. Tes 2 livres sont chez le même auditeur? Oui, chez Rajo, D'accord. les deux. Je vous propose qu'à nous 4, on tente de parler, du handicap. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le handicap? Et c'est une très large question parce que regarde, après je pense que je vais faire une définition et vous me direz ce que vous en pensez et est-ce que vous ajouteriez des choses, vous enlèveriez des choses, enfin, à voir quelle est votre version. Moi, je vais rester relativement simple. Pour la loi française, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Est-ce que ça vous paraît Moi, c'est la définition complet qu'on comme apprend du coup définition? en école et j'ai envie de la calquer un peu, à l'imaginaire, parce que du coup, on Mmh. parle de restriction à la vie, commune et du coup, qui est restreint aussi de nos imaginaires et en imaginaire, dans l'imaginaire. Enfin, les genres de l'imaginaire, pardon. Mmh. On pourrait faire c'est notre loi à nous. Et Oui, moi j'ai rien de spécialement à ajouter, je pense que ça me paraît une assez bonne définition effectivement. mmh. Pour toi, Babar? C'est qu'on a la notion pas uniquement de handicap physique, mais de handicap mentaux qui est, je pense qu'on va en parler et mais qui est vraiment souvent un peu un oublié, j'ai l'impression, qui est assez difficile à écrire ou à relire ou autre, on l'a un petit peu moins et effectivement c'est, quand on pense au handicap, la première chose auquel on pense en 1er parce que nos imaginaires sont aussi construits comme ça, c'est au handicap physique, Mmh. donc visible. Voilà. Oui. C'est vrai que les handicaps, mentaux, c'est souvent, antagonisé et très stéréotypé.
il faut savoir que ça a un vrai impact, dans la vie quotidienne des personnes qui se font diagnostiquer, du coup un trouble de la santé mentale, dans l'acceptation, dans l'image qu'ils ont, de ces pathologies. Ça peut être très dur à accepter. Tu parlais du coup du handicap physique qui était, le premier montré Mmh. et vous en avez parlé d'ailleurs très bien, dans, le premier épisode du podcast, c'est que on peut très bien passer de valide à handicapé Oui. et ça c'est pas, par rapport aux autres discriminations, bah, si tu nais, femme cis, racisée dans un ou en minorité, bon, bah, voilà, tu apprends à vivre avec. Alors que non, le handicap, qu'il soit physique, ou mental, enfin ou cognitif, il peut arriver à tout moment de la vie. Mmh. Ouais, donc Totalement. il y a en plus l'enjeu de l'acceptation de du changement de condition qui est aussi un enjeu et qui Exactement. peut devenir un enjeu narratif. Et justement, bah, tu parlais de la question de la représentation et de l'impact que ça a sur nos imaginaires. Et c'est effectivement, alors c'est pareil pour absolument toutes les thématiques en fantasy ou en fiction, c'est qu'en fait, la question de la représentation, c'est pas parce que c'est de la fiction que c'est imaginaire. C'est-à-dire que ça a de vrais et de réels impacts sur la façon dont nous on pense les personnes, les gens. Alors je vais commencer avec l'histoire, mais par exemple, si vous avez l'impression que le Moyen Âge c'est gris et sombre, c'est parce que les fictions ont souvent pris cette image d'un Moyen Âge gris et sombre. Et c'est un peu pareil pour absolument tout. Donc mettre des personnages handicapés, stéréotypés, ça va effectivement avoir un impact sur. On va souvent penser qu'un personnage handicapé remplit ces stéréotypes. C'était pareil avec la question des homosexuels, les premières fois qu'ils apparaissaient au cinéma ou dans les fictions en fait, qui étaient souvent très stéréotypées. C'était soit la folle, soit le sidekick rigolo, et c'est aussi, ça fait partie des clichés qui participent à la construction de nos imaginaires et qui ont un impact sur la vie réelle. Donc il y a un vrai enjeu de représentation du handicap, des handicaps même, parce qu'effectivement c'est au pluriel. Et alors simplement pour rappeler deux, trois chiffres, en 2019, le CSA indiquait qu'il y avait dans les médias, alors médias c'est vraiment très général, dans les médias, 0,7% de personnes en situation de handicap qui étaient représentées. Donc c'est extrêmement faible. Sur ces 0,7%, 69% des personnes qui sont perçues en situation de handicap le sont dans des fictions. Donc effectivement, voilà, on peut dire que la fiction prend un peu plus sa part, même si on pourrait aussi critiquer et la façon et la présence. Il y a depuis les années 2000, notamment avec le biais du sport, une médiatisation de certains handicaps. On pensait par exemple aux Jeux paralympiques de 2024, qui ont une très forte audience, mais ça va mettre en avant, ça va poser des questions sur la façon dont on regarde aussi ces handicaps, parce que ce sont beaucoup des handicaps visibles, et ça va mettre l'handicap sous l'angle de la performance, qui est aussi quelque chose qui pose question. Mais voilà, en tout cas, pour les questions de représentation, les handicaps dans nos fictions, c'est pas uniquement dans nos fictions, ça a un impact dans la vie réelle. Exactement, pour moi, enfin, il y a quand même un schéma parce que tu parlais du coup de la représentation des personnes homosexuelles, et ou même, des femmes. En fait, on doit j'ai l'impression qu'on a un peu commencé et passé par ce trajet-là de l'essentialisation, du token avant de se faire un peu taper sur les doigts et d'ouvrir un petit peu plus, tu vois qu'il y a un petit peu toujours ce schéma-là et on en est un petit peu à ça par rapport aux différents handicaps. C'est que, on va, heu, on va en parler, de manière très stéréotypée et puis ensuite on va réfléchir à la question et puis en fait avec l'intelligence collective, modifier tout ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu un passage obligatoire. Mmh. Mmh. Oui, je suis assez, d'accord Heu, aussi, ouais. mais pour moi, il mieux vaut, commencer par mal le faire, se faire taper sur les doigts et du coup réfléchir, comme on le fait là actuellement, que, d'éviter le problème. Mmh. C'est ce qui va faire par exemple la littérature, la littérature, très jeunesse avec les albums. On a vu par exemple que, depuis, 3 ans, on a une recrudescence en fait des animaux en tant que personnages principaux. Donc en gros, on évite le problème. On veut pas mal faire, donc on va foutre des animaux partout, comme ça on n'a pas de problème d'inclusivité, de personnages, racisés et cetera. Comme ça on nous prend pas la tête
Et, et moi, personnellement, je préfère une mauvaise représentation sur laquelle on peut réfléchir et du coup mieux faire que pas de représentation du tout. Et dans le cas du handicap, pour moi, enfin, je vois que tu l'as écrit d'ailleurs, c'est de l'ordre presque du devoir parce qu'on va vraiment influencer des vies de personnes. Hem, Moi, j'ai déjà eu, donc j'ai eu une patiente un jour, avec qui, je devais du coup préparer donc elle avait, comment expliquer ça? Elle ne contrôlait pas en fait les mouvements de son bras, droit. Donc, c'est, une maladie du coup neurologique, qui pouvait partir dans tous les sens et selon les stimuli, par exemple dans un centre commercial quand il y avait beaucoup de stimuli, du coup, bah, elle avait très peur en fait de donner des coups aux personnes. Ce qu'on avait fait, donc avec son bien sûr son accord, c'était une petite contention avec, sa ceinture et un petit truc élastique, voilà, pour qu'elle puisse se déplacer, normalement. Et je disais: «Bah, par contre, voilà, dans bientôt, on va peut-être parce qu'elle était en pleine croissance, on va peut-être, bah, du coup, élargir». Elle me dit: «Bah non, c'est pas la peine». Je dis: «Bah, pourquoi?» Je dis: «Bah, parce que dans le centre commercial, il y avait pas d'handicapés, donc les handicapés, moi, quand je serai adulte, bah, je serai normale». Et j'étais là: «Bah, en fait, non». Donc ce qu'on voit dehors, et dans, les livres, les médias, ça a un vrai impact sur, ce diagnostic et cette acceptation du handicap. Pour, complètement continuer sur ce que tu viens de dire, j'ai, des exemples un peu personnels là-dessus. Moi, eu mes diagnostics, assez tard et en fait, un exemple qui peut paraître idiot, mais moi, j'avais pas de point de comparaison puisque, bah, j'avais toujours été, enfin, j'ai toujours eu mes symptômes et cetera et un exemple tout bête, quand j'étais plus jeune, je pensais que tout le monde avait mal en permanence, en fait. Pour moi, c'était comme ça pour tout le monde, et je me disais juste, bah, je dois mal le supporter, enfin, je suis plus fragile que les autres, des trucs comme ça et c'est assez tard où je me suis dit: «Bah, non, en fait, c'est pas ça pareil pour tout le monde, en fait» et c'est vrai que comme on n'a pas forcément ces représentations-là, on n'a pas forcément, ne serait-ce que dans la fiction de, livres, on va nous dire, «Tiens, ce personnage-là a mal tout le temps, il y a un problème» et cetera. Voilà, moi, je pouvais pas du tout me rendre compte qu'il y avait, une différence par rapport à ça et même, pareil, quand j'ai eu mes diagnostics pour l'autisme, j'ai mis très longtemps à me dire que ça pouvait s'appliquer à moi parce que les représentations que je voyais, dans les films, dans les séries et cetera, ne correspondaient pas forcément à, ce que moi j'expérimentais, en fait. Donc d'où l'intérêt aussi de faire un panel, assez divers de représentations et aussi l'une des problématiques des handicaps, c'est qu'il y a beaucoup de types de handicaps différents, même au sein d'un même handicap, les expériences sont différentes, ce qui complexifie encore plus, les représentations, et l'intérêt d'en mettre, bah, plus en fait, un Oui, après, vu tous les livres de fantasy qui sortent, tous les ans, moi, je pense qu'il y a largement de la place oui. pour parler de tout ça. Et c'est intéressant que tu parles de la douleur parce que la douleur, ça va être quand même le premier motif de consultation en général, hein. Mmh, Quand quelqu'un va voir un médecin ou un kiné ou n'importe qui, il va dire: «J'ai mal». c'est ça. Et c'est pas un sujet, dont on parle, heu, très fréquemment avec, Mmh, différents syndromes comme, mmh. je pense à Ehlers Danlos, enfin, plein de Bah, j'ai pathologies, un nerf dans l'os voilà, justement, plein de pathologies comme ça, où on pourrait juste en fait, bah, parler d'une douleur, de douleur chronique. Et on part toujours dans des choses très, comment dire? Très complexes ou, très, enfin, traumatiques ou, pour, en s'en servir pendant l'art du personnage, mais des fois juste la douleur, bah, c'est un complètement. voilà, ça peut être un sujet. Bah, douleur et même la fatigue, tout simplement, Ou là oui, oh pareil, ou la fatigue, ça fait penser aussi à la représentation des règles dans l'imaginaire, enfin il y a plein de bon, mais voilà, c'est compliqué, parce qu'il faut casser des codes. Et pour moi, on doit continuer à le faire, bah, avec l'intelligence collective et enfin et justement en parlant comme on en fait là dans ce milieu. Et ouais, c'est alors, je vous rejoins aussi sur la question de la représentation. Alors, moi, je suis professeure et on est assez régulièrement confrontés avec des élèves qui ont des, alors c'est plutôt moi, je suis plus confrontée à des handicaps, mentaux, effectivement, autisme ou autres troubles de l'attention, TDAH et c'est
il y a toujours une phase où l'acceptation est difficile parce que souvent les élèves ils sont ah bah non moi je suis normale en fait. Et il y a cette question de l'acceptation enfin on a l'impression que le fait d'être handicapé c'est ne pas être normal Oui, mais il y a encore un tabou en fait, j'ai l'impression sur cette et question-là, avec les parents c'est compliqué. C'est donc effectivement avoir des fictions ou autres positives vraiment qui expliquent, ne serait-ce qui expliquent le handicap ou qui dit bah oui l'autisme ça existe, c'est pas la fin du monde, voilà c'est normaliser complètement la Oui, chose, complètement, ça oui. fait partie des choses qui peuvent aider aussi. Pour que quelque chose existe, il faut qu'il soit représenté et c'est ce qui est nécessaire dans les fictions, c'est de représenter, les handicaps, en fait et la représentation qu'on voit le plus, je pense que ça a déjà été dit, c'est le physique. C'est une personne qui a un problème de locomoteur ou c'est ou même le sensoriel et à plusieurs reprises, on en entend parler. Après, il y a les handicaps, plus psychiques ou mentaux et là, comme tu l'as très bien dit aussi, on l'entend plutôt comme des antagonistes ou comme une représentation, assez datée où, c'est ah là là, c'est le génie, un peu, Mmh. enfin, justement l'autisme, encore maintenant, même ça s'améliore, l'autisme, c'est représenté comme c'est un génie. Ah, il est dans son monde, mais c'est un génie. Alors Mmh. que, c'est beaucoup plus compliqué que ça et ça avance, ça avance. Mmh. Déjà maintenant on parle de spectre, Oui. Mmh. effectivement et moi j'ai une recommandation, en parlant de santé mentale, c'est la BD, Lightfall. Je sais pas si vous la connaissez? Où donc le personnage principal de Béa a un trouble anxieux et je le trouve super bien représenté, pour le coup. En non-fiction sur le trouble, enfin tout ce qui va être, bipolarité, on va avoir, la BD de Louloubi Mmh. qui s'appelle, Goupil-ou-Face. Donc là c'est pas vraiment de la fiction, c'est plus, autobiographique, mais donc elle parle de sa pathologie comme, d'un renard en fait qui l'accompagne. Donc on est quand même un peu dans la métaphore. Il est vraiment, incroyable ce bouquin. Elle en a écrit un autre aussi, sur les surdoués, donc le mythe des surdoués et donc les HPI, racontant l'histoire on est dans presque de la fantaisie là, de 2 amis donc un oiseau et un poisson qui s'appelle «L'oiseau dans un bocal». Donc non, il y a de la bonne représentation qui existe Mmh. Mais des et fois, c'est vrai qu'il faut un peu la chercher, ouais. ouais, voilà. Donc là, Les les 3 recos, c'est 3 BD et bon, j'attends d'en voir du coup dans les Et les c'est noté. bouquins. Moi ce que j'avais lu, récemment, Simca, de Oriane Velten. Dans lequel on a aussi un personnage qui est ou trouble anxieux ou en tout cas dépression Mmh. assez fort et qui est représenté, qui a des impacts physiques aussi sur ça. Et effectivement, c'est vrai que c'est pas très courant. On a beaucoup plus l'habitude de voir les handicaps physiques. Je pense que le premier personnage auquel on pense, X-Men, handicap Mmh. physique, hein. Qu'est-ce qu'on alors Trône de fer aussi, hein, ce sont des handicaps physiques. Euh, voilà, il y a un ouais, petit peu de si vous mental, un peu de il y a pas beaucoup de physique et un petit peu d'handicap mental sur 2 ou 3 personnages. mais la question du coup que je me pose, c'est, enfin, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est parce que c'est une question de facilité? Est-ce que c'est parce que c'est, une question de c'est pas très connu, ça a vraiment pas beaucoup été, étudié jusqu'à ces dernières années que du coup, comme on fait des avancées, Mmh. c'est plus présent? On Voilà. soigne pas enfin, on parlait pas autant de santé mentale il y a Mmh. 10 ans, et on a, enfin et les traitements qu'il y a maintenant ne sont pas ceux d'il y a 10 ans et on peut se comparer au Canada qui a 10 ans d'avance sur nous au niveau santé mentale. C'est qu'en France, on n'y est pas encore et après, la santé mentale, c'est un sujet, justement, enfin, écrire, c'est très dur pour la santé mentale. Je parlais avec Estelle Faye hier qui me disait: «Bah, en fait, soit tu es au bord du burn-out, soit tu es dans une phase du désert, quoi» et tu es un peu comme un funambule sur son fil, quoi, qui essaye de se maintenir. Donc c'est pas un métier évident, de par sa précarité, de par, ce côté, extrêmement, créatif, et un peu solitaire. Hem, du coup, de base, c'est pas évident. Déjà, le sujet aussi n'est pas évident parce qu'on le connaît mal et quand on est touché, bah, c'est encore moins évident. Je confirme.
Donc ça pourrait être enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que Juste enfin, pour en finir sur cet aspect-là, j'avais aussi l'impression en fait que des fois les représentations, il y a un côté, avec des guillemets un peu sensationnaliste, c'est-à-dire effectivement, il faut que ça soit marquant, en fait. mmh, C'est-à-dire qu'une personne qui va être, handicapée, mais de façon plus subtile, notamment visuellement, sur un film ou une série, ça va, moins visuellement oui, impacter et du coup, j'ai l'impression que ça va être, «moins tentant» entre oui. guillemets, à représenter. Bah, là, Donc moi, je fais l'extrême inverse, là, sur ma prochaine série, on va suivre le personnage de Neyla, à qui il manque un doigt, en fait. Et alors, dans l'histoire, donc on va parler quand même enfin, elle se souvient de cette douleur, enfin, il y a quand même une histoire par rapport à ce doigt manquant, mais pas tant. Donc à part faire chier mon éditeur et mon illustrateur, dans l'histoire, ça ne sert absolument à rien. Et voilà et c'est juste, voilà, un petit handicap, qui est là, pour expliquer que, bah, en fait, si ça existe, enfin Mmh. Mmh. mais justement, je trouve ça assez intéressant justement comme, façon de représenter le handicap. De pas juste, mettre un personnage, voilà, entre guillemets, «le handicap de service», enfin le handicapé de service. Justement dire: «Bah, voilà, c'est un personnage, il a, des motivations, des enjeux, il doit sauver le monde», peu importe et il se trouve que, il a un handicap. mmh. Mais voilà, qu'il est, du plus dans le genre enfin, personnage complexe, dans son humanité. Pas juste, voilà, c'est le personnage qui a tel, problème et Après, on peut faire un arc narratif par rapport au handicap enfin, qui est très original. Moi, j'ai adoré dans Avatar, alors le bon Avatar, donc Avatar le maître de enfin le maître de l'air, pas le Avatar qui représente très mal le handicap. On a le personnage Toph. c'est top, je de pense, Toph, voilà, ouais. ouais. pardon, excusez-moi. Oh là là, comment j'ai pu oublier son nom? Et donc elle a son handicap, visuel, donc elle est aveugle qu'elle a réussi à compenser en partie grâce à ses pouvoirs, de maître de la terre. Même si je suis née aveugle, je n'ai jamais eu de problème pour y voir. Je vois grâce à la maîtrise de la terre. C'est comme si je voyais grâce à mes pieds. Je sens toutes les vibrations de la terre. C'est ce qui me permet de savoir où sont les choses ou les gens. Toi, cet arbre, et même ces fourmis. C'est stupéfiant. Mes parents ne comprennent rien. Ils me traitent comme une petite fille sans défense. C'est pour ça que tu es devenue la fripouille aveugle. Oui, Mais pourquoi restes-tu ici si tu n'y es pas heureuse? ce sont mes parents. Et où veux-tu que j'aille? Tu pourrais venir avec nous. Oui. Vous allez où vous voulez, quand vous voulez. Personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit. C'est ça, la vie. Celle que j'aimerais tellement avoir. Et en fait, elle est Toph, donc comme son nom l'indique, on la voit comme un personnage très, très fort et son arc narratif, en fait, va être sur, apprendre à demander de l'aide et on va complètement, à contresens et je trouvais ça vraiment très intéressant et très, hem, comment dire? Il y a vraiment une vérosimilitude par Mmh. rapport à la réalité parce que, vous parliez aussi du sport de niveau, c'est qu'au bout d'un moment, on devient tellement autonome, on est dans une société, en fait, qui est tellement utilitariste Mmh. qu'on doit aller genre jusqu'au bout de la performance, jusqu'au bout de l'autonomie et en fait, on n'a même plus le droit, on ne veut plus, en fait, demander de l'aide. Ça devient très dur, de le faire par, une question, bah, d'ego et par rapport à la société capitaliste dans laquelle on vit, ça peut être très compliqué. Mmh. Juste sur le tu parlais du personnage de Toph, un petit truc aussi que j'aime bien sur ce personnage, c'est que malgré ses pouvoirs et effectivement le fait qu'elle arrive à compenser en grande partie, elle reste handicapée. C'est-à-dire que, par exemple, il y a certaines scènes où elle est, sur le dos, par exemple, de Appa en vol Oui. et en Mmh. fait, elle a plus contact avec le sol et là, du coup, elle perd, ses repères et enfin, je veux dire, on n'oublie pas son handicap, on n'oublie pas le fait qu'elle est malvoyante, quoi. Mmh. Enfin, je veux dire, elle a pas développé des, dons de, super-héros à voir, comme une chauve-souris, Ouais. La chose, qu'elle compensait avec son pouvoir de maître la terre, elle ne peut plus le faire en l'air et donc voilà, c'est c'est là, ça. elle perd Mmh. ses repères. Elle va être très dure avec le personnage de Katara qui est très Ouais. maternisant Mmh. et donc et elle va se rendre compte au fur et à mesure que, bah, bon, effectivement, elle a pas besoin d'être maternée, mais Mmh. que parfois elle doit apprendre à faire confiance Mmh. et à accepter, en fait, elle-même son handicap parce qu'elle, elle le compense tellement bien, en fait, que on est limite sur un peu un rejet, quoi. Mmh.
Et justement, ça c'était aussi une question, parce que bon, souvent dans les fictions, la question du handicap ou surtout quand il arrive en cours, c'est une question, ça devient un enjeu en fait pour le Mmh. personnage à surmonter. Alors Oui. c'est vraiment hérité alors du Moyen Âge et d'autres fictions, dans lequel par exemple, Moyen Âge, alors petite minute historique, Mmh. Moyen Âge, la question du handicap, c'est un don en fait qui est apporté par Dieu pour tester l'humain Mmh. et voilà, faut arriver à le dépasser. Et il y a dans certaines fictions, alors là on va parler de l'autre Avatar, dans lequel l'aboutissement narratif vient quand même à l'effacement du handicap. C'est ça. Mmh. Où, Et j'avais, où effectivement, symboliquement, c'est une réparation ou une autre vie. Mais en tout cas, il y avait la question dans Avatar où Jack Sully, le personnage mmh, d'origine, fameux en voyage de voilà, plusieurs milliers d'années-lumière pour justement ne pas accepter sa condition de paraplégique et avec la scène, iconique où il court, et enfin, qui pourrait être, complètement enfin, je veux dire, moi, si j'avais un patient à qui on proposait un corps, enfin, bien sûr que qui dirait oui, mais enfin, je sais pas, moi, c'est une scène qui m'avait énormément choquée à l'époque. d'accord. Je sais que je suis pas fan non plus de ce type de représentation, les guérisons miraculeuses, enfin moi j'appelle ça comme ça, c'est, bon déjà, pour la représentation, moi ça a moins d'intérêt, dans le sens où, pour l'instant les guérisons miraculeuses, voilà, on sait pas forcément le faire, Mmh. et des fois même, j'avais, lu un exemple, il y a quelques années en fait d'un livre, où on a un personnage qui est handicapé sur les enfin je crois que c'est vraiment sur le premier ou deuxième chapitre. Et en fait, il y a un bouleversement, surnaturel qui intervient et là, en fait, on oublie complètement le handicap. Donc en gros, elle est handicapée pendant, 15 pages dans le bouquin et ensuite, on s'en fiche, en fait, tout est Mmh. complètement effacé et du C'est un coup, schéma qu'on c'est retrouve souvent ça, hein, ouais surtout dans et les années pour moi, il y a pas 90. tellement d'intérêt narratif, en fait, parce que, à ce moment-là, pourquoi, mettre, Ouais. un handicap au départ? C'était pour l'effacer, Bah, c'est pour au bout de débloquer 20 pages, quoi. l'aventure en général. C'est ce Ouais, que mais c'est vrai c'est que un bon. c'est un trope qu'on retrouvait un peu avant. Mmh. Donc Mmh. tout d'un coup, elle a retrouvé une capacité et du coup, elle peut se lancer dans l'aventure de Et c'est une chose qu'on retrouve même dans les handicaps comme la surdité, où en fait alors c'est ça fait très schématique, mais il y a une partie, de personnes ayant comme handicap la surdité qui, voient la langue des signes comme, une alternative pour pouvoir les aider et d'autres vont vers les supplétifs avec les implants et tout. Il y a alors sans dire qu'il y a une bataille de clochers, il y a c'est pas c'est pas facile entre les 2 groupes, en fait. bah, après, c'est pas forcément une opposition parce que moi, j'ai déjà eu des patients avec des implants cochléaires. L'implant cochléaire, c'est pas non plus miraculeux. Oui, Mmh. totalement. Heu, donc souvent, c'est des personnes qui signent et qui savent signer et effectivement, c'est une aide, mais c'est pas encore Mmh. parfait. Hem, donc non, Mmh. c'est pas pour moi, c'est pas 2 écoles qui s'opposent et on devrait pas les opposer en fiction, quand on commence à faire du cyberpunk et cetera, Mmh. De la et SF, puis, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, enfin, c'est une question aussi que les parents se posent beaucoup sur, maintenant on fait des implants cochléaires de plus en plus tôt. C'est qu'en fait, on coupe du coup ces enfants et ces ados de toute une culture qui est la culture OK. sourde. C'est c'est ce que je voulais Mmh. exprimer avec le côté, Mmh. Voilà donc effectivement, il y a cette, il y a un peu ce débat-là, mais voilà, enfin, en tout cas moi, j'ai eu l'occasion, enfin, de travailler avec des patients sourds il y a, 1 an, non 2. Enfin l'implant cochléaire pour l'instant, c'est pas non plus, enfin voilà et ça marche pas pour tout le monde et Mmh. enfin c'est Mmh. mmh, voilà, c'est pas encore, miraculeux et comme on parlait d'Avatar, j'aime bien enfin faire une, une contre-proposition de film à regarder qui est le film Patient qui, lui pour le coup, le film du coup de Grand Corps Malade oui. parle très bien de ça il est un peu autobiographique même si, le personnage ne s'appelle pas, enfin Fabien, je crois que c'est le nom de Mmh Grand Corps mh. Malade mais Ben. Donc l'histoire est assez similaire et donc il va raconter du coup sa vie, en centre de rééducation et du coup ça enfin jusqu'où il va récupérer et c'est un film, qui a beaucoup touché, certains de mes patients et il s'appelle Patient et du coup qui prenait ça comme exemple et il faut faire attention parce que et c'est pour ça qu'il faut varier les exemples
comme tu disais par rapport à l'implant cochléaire et la langue des signes, c'est qu'il me dit: «De toute façon, je vais récupérer», donc un patient tétraplégique. Il me dit: «Ben, un peu comme Grand Corps Malade dans Patient», et je lui dis: «Ouais, il y a Grand Corps Malade dans Patient, mais il y a aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, dans Intouchable». Donc des fois, on ne récupère pas, d'où l'importance, en fait, de montrer soit un handicap qui est la tétraplégie, parce que Grand Corps Malade est tétraplégique, mais en plus sous différents angles. Donc ça revient à ce que tu dis, il y a déjà énormément de handicaps différents et on peut les traiter de beaucoup de façons différentes. C'est ça. Bonjour Benjamin, ça va? Il a bien dormi? J'ouvre un premier volet et le soleil est là car je l'ai demandé. Moi c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il est d'accord? Oui. Il est d'accord. Genre pour pisser, ils viennent avec toi aux toilettes? Ah, mais tu te rends pas bien compte. Aller aux toilettes, c'est une espèce de rêve pour moi. T'as quoi? Tétraplégique incomplet. Ah bah cool. Un peu plus haut, s'il te plaît. Juste. Quoi? C'est Christiane, c'est mon aide-soignante, elle me tient un téléphone. Là. Ah ouais, quand même, je savais pas que c'était à ce point-là. Eh voilà la bête. Ah mais t'es sexe comme ça. Franchement, François, on est obligé là. Ouais. Pourquoi tu me maltraites? Je suis pas un bon patient, c'est ça? Si. Ah, tu fais ça parce que je suis noir? Non, c'est ça. On y va. Ok. Voilà, doucement, c'est bon. Voilà, doucement, détends-toi. Ça passe. Ça va, vas-y, respire. Je relève un peu les tourne, jambes, là. ça va aller mieux. Respire. La tourne, ça va pas du tout. Respire. C'est bon comme ça, t'es bien? Voilà, t'as mon fauteuil. Oh yes! Yes, putain! Tu peux me passer le sel? Tiens. Ah, je m'en fous de ma gueule. Tu bois une blanche? Bande de tétras, va. Qu'est-ce qu'on passe comme temps à rien branler ici? Règle numéro 1, la patience, mon pote. Faut que tu commences à penser comme un handicapé. Faut changer d'espoir, quoi. Allez, putain! On va se revoir dehors. Si t'as envie. Je vous signale que moi j'ai pas de moteur. Ah bah fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Et vous les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. T'es tout petit, toi? Salut. Salut, ça va? Ouais, salut. Tu sais c'est quoi qui est relou avec les meufs en fauteuil roulant? Ah. C'est que tu sais jamais si elles ont un gros cul. Et qu'est-ce que vous pensez, enfin, qu'est-ce que ça vous inspire des personnages qui ont du coup un handicap, mais qui sont par ailleurs tellement puissants que, en fait, c'est comme s'ils en avaient pas. Et alors, je pense, dans les X-Men, je reprends cet exemple où on a le professeur Xavier qui est quand même extrêmement puissant dans son pouvoir, mais qui pour le coup reste handicapé, et on voit ses limites justement dans les films où il a besoin d'aide, il a besoin d'être accompagné. Et l'exemple extrême inverse, c'est dans Daredevil. Je ne sais pas si vous avez vu la série, je crois que c'est celle qui est sur Netflix, où en fait il est aveugle, mais en fait c'est sérieux, enfin c'est pas du tout, c'est complètement compensé par des super ultra pouvoirs qu'il a, et ça rend caduque en fait complètement son handicap. On rentre dans le sensationnel. C'est ça. Moi, il y a 2 choses par rapport à ça. C'est que d'un côté, je suis toujours «contente» entre guillemets de voir des personnages handicapés dans une série ou dans un livre, parce que ce qu'on disait, bon, c'est pas encore hyper représenté. Par contre, voilà, c'est ça, c'est le côté un peu sensationnel où, moi, ça me fait un peu penser, on retrouve un peu les idées, de handicapés, génie, et cetera. C'est le côté, pour qu'on parle, des personnes handicapées, des personnages handicapés, il faut qu'on soit «géniaux» entre guillemets. C'est-à-dire, faut soit qu'on soit des super athlètes, soit qu'on ait des super, pouvoirs badass, soit qu'on, arrive à calculer, la circonférence de je sais pas quoi en 3 secondes. Enfin, il y a un côté, voilà, sensationnaliste génie qui Oui. est pas forcément, représentatif et hyper intéressant. C'est ce que j'avais essayé de faire avec un des personnages de mon roman, du coup, de Sirem et l'oiseau maudit. Donc un personnage qui s'appelle Nejim. Déjà, les personnages, donc il lui manque, il est amputé du coup, enfin, les personnages supposent qu'il est amputé transfémoral, sauf qu'en fait il est né comme ça. Il est né avec cette agénésie. Donc comme quoi on peut naître aussi avec ce handicap, parce que ça c'est un trope qui revient souvent dans le steampunk, etc., du personnage qui a perdu un membre, alors que
en tout cas chez les jeunes, moi, très souvent, c'est une agénésie qu'on a. Mmh. Et donc c'est un mécaniste, il est très, très doué, dans son métier, de réparateur, même quand il s'agit de magie. Et sauf qu'en fait, il peut aller jusqu'au bout de la recherche de tout ce qu'il veut, il restera handicapé. Et un des personnages lui fait remarquer de manière assez violente en lui disant: «Mais en fait, tu répareras pas le monde avec un tournevis, quoi». Mmh. Et donc c'est un peu ça, c'est ce que je reproche aussi au sport de haut niveau, au niveau paralympique, c'est que voilà, tu dois prouver ta valeur C'est ça, ouais. dans une société qui est validiste. Et Mmh. en plus, ça enlève ça met de côté tout un aspect aussi. C'est-à-dire, on est capable de faire un certain nombre de choses. Par contre, ce que les médias, par exemple, les paralympiques ne vont pas montrer, c'est tout le temps, avant de préparation, les douleurs qu'on va avoir après, la fatigue qu'on va avoir après, toutes les accommodations qu'il peut y avoir autour. Par exemple, je peux, faire quelque chose, mais on va pas dire: «Bah, voilà, la personne, faut qu'elle reste une semaine au lit derrière, pour, récupérer» et cetera. Donc il y a un côté, «Ah oui, regardez, ils sont capables de faire ça, 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 ça», mais tout en occultant, toutes les difficultés qu'il y a à côté, quoi. Oui, de toute façon, Mmh. voilà, on est encore dans le sensationnel, C'est pour ça. moi, dans C'est la question, mais de toute façon, c'est ce qui s'était un peu passé sur les Jeux paralympiques de cette année, à savoir Teddy Riner qui avait, sorti une phrase. Alors j'avoue que je l'ai plus sous les yeux, mais c'est la question: «Oh là là, quelle leçon de Oui, vie» ou c'est quoi que ce ça, soit. C'était Mickaël, Jérémiaz qui avait, répondu: «Mais en fait, considérez-nous comme des athlètes normaux. Nous c'est ça. aussi on s'entraîne, nous aussi on a des difficultés». Donc voilà, c'est vrai que il y a souvent cette question de Oui. l'héroïsation du Oui, oui. handicap parce que c'est un personnage handicapé. Oh là là, quelle leçon de Mmh. vie, et cetera. Et ça, effectivement, c'est alors je vais le citer maintenant. Donc on a un ami qui, avait sorti un article sur la représentation du handicap dans les fictions, Drozo, où c'était quelque chose qui lui l'agaçait assez passablement en fait, en disant: «Bah, on est juste, personne C'est ça, normale, ouais. merci, on n'est pas une leçon de vie». Et alors, j'espère vraiment que ça va être quelque chose aussi pour les Paralympiques, parce que nous, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose. On a fait quelque chose de grandiose, on est tous très contents. Mais alors, eux, c'est juste extraordinaire. En fait, C'est eux les vrais champions, ça va commencer pour eux. Il va falloir donner la force. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, nous, on regarde les para-athlètes en disant que ce sont nos héros. Bien sûr. Parce que nous, on sait ce que c'est que de s'entraîner tous les jours. Avec un handicap. Exactement. C'est des super-héros. Donc pour nous, ce sont les Avengers. Teddy Riner qui a qualifié de certainement bonne foi les athlètes paralympiques de super-héros. Il y a eu la réponse de Sofiane Meyaoui, un des membres de l'équipe de France de basket fauteuil, qui lui dit: le fait qu'on parle de nous comme des super-héros ne nous aide pas. On est des personnes en situation de handicap et nous souhaitons être considérés comme des personnes normales. On n'est pas des super-héros, on est des athlètes. Donc venez nous voir pour nos performances. Et il dénonce un petit peu le misérabilisme qui existe parfois dans le discours. En fait, ce qui s'est passé en 2012, Channel 4 et les Anglais ont décidé, pour nous mettre en lumière, parce qu'on n'était pas mis en lumière à cette époque-là, de nous décrire comme des superhumans, des super-héros. Très bien, c'était ce temps-là et il fallait faire ce travail-là. Sauf que depuis, on a été mis dans la lumière. Alors, on peut toujours dire qu'il faut qu'on le fasse plus, mais on n'est plus, en tout cas, des super-héros. On ne veut pas être des super-héros. Un super-héros, c'est quelqu'un qui est un peu un dark side, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément humain. Nous, on veut le même traitement. Donc, pas de misérabilisme et à l'inverse, pas non plus des super-héros. Sofiane, il a raison sur le fond. On en parlait, Teddy ou Marie-Jo Pérec qui en ont fait la promotion sans que personne leur demande. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait parce que ce sont des potes, parce que ce sont des champions et des championnes. On fait la promotion des Paralympiques, on encourage les gens à prendre leur billet et à venir. Quand Teddy il dit ça, Teddy il voue une sorte d'admiration qui est à l'image de ce que les gens pensent de nous. Mais on n'est pas des super-héros. Alexis, Nanto, ce sont des putains de champions et championnes qui s'entraînent très dur pour être les champions et championnes qui sont. C'est aussi simple que ça. Donc quand vous dites qu'on est des super-héros, en fait vous vous trompez, il n'y a rien de super-héros quand le matin Alex il met sa prothèse ou que moi je me fous dans mon fauteuil ou que Nanto fait ce qu'elle a à faire. C'est pas ça, être un super-héros. Super-héros, c'est pas ce qu'on demande. Et le sport, il sert à ça, il sert à banaliser la différence. Et cette différence sur les athlètes, parce que moi je suis diplômée de l'École nationale de kinésithérapie et qui est juste à côté de l'INSEP. Donc où s'entraînent les personnes, les athlètes de haut niveau. Et en fait, on se rend pas compte, mais pour moi c'est les mêmes sacrifices, pas forcément les mêmes sacrifices, mais c'est énormément de dépassement de soi, de sacrifices, donc pour moi c'est qu'un journaliste fasse cette gaffe-là. Voilà, ça me paraît, c'est assez classique. Mais qu'un autre athlète qui est passé par tout ce parcours le fasse, je trouve que c'est d'autant plus maladroit.
Oui. Soyons Et puis même si vous pensez pas mal, c'est pas, voilà, il y a de lecture à Oui, faire sur le on sujet. veut être la leçon de personne, c'est assez Oui, non, dégradant, c'est hein. ça, mais Et sur la question aussi de la place du handicap dans la narration, c'est aussi parfois utiliser le handicap alors pour débloquer un super pouvoir. C'est le cas de Bran, hein, dans Le Trône de Fer, de pas mal d'autres fictions, ou alors comme élément symbolique. Et là, je vais penser par exemple à Fullmetal Alchemist, où le personnage de Roy Mustang, en fait, spoiler, je suis désolée, mais bon, c'est sorti il y a 10 ans, devient aveugle en fait à la fin de la saga. Et justement, ce que j'ai bien aimé, et ce que j'ai aussi bien aimé de manière générale dans la façon dont Fullmetal Alchemist mettait en scène ses handicaps, alors la physique, mais c'est que la fin ne fait pas que les personnages redeviennent avec tous leurs membres ou tout. Ils finissent effectivement avec leur handicap et avec l'acceptation et l'adaptation qui va avec. Ils ont les conséquences de leurs actes. Oui, Aussi. oui. Je suis une grande fan de Du Fullmetal. De Fullmetal. Et oui, j'aime beaucoup aussi les passages dans l'animé où en fait il doit aller voir la mécanicienne, tu sais, Oui. pour Exactement. s'occuper de ses attelles, qu'il y a une vraie. C'est des choses qu'on montre pas souvent, ça, tu vois. C'est comme un peu les côtés hygiène de nos personnages. Allô? Atelier d'Automel Rockbell, j'écoute? Allô? Je parie que c'est toi, Ed. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ton appel? Et si tu pouvais venir jusqu'à Centrale, je crois que j'ai besoin, disons, d'une petite révision. Une révision? Oui. En fait, c'est au sujet de mon bras droit. Je peux bouger les doigts, mais je peux plus le lever. Hein? Je m'en doutais, ça a lâché. Hein? Non, rien, je pensais tout haut, c'est tout. Tu as fait quelque chose de particulier avant la panne? Non. Un combat un peu violent. Quoi? Tu t'es encore bagarré? Et tu te sers de mon automel dans des situations pareilles? C'est pas vrai! Allô, Winry? Ma chère Winry, tu es là? Bon, j'ai pas trop le choix. C'est où, Centrale? Et dis donc, tu es drôlement bien luné aujourd'hui. Non, j'ai rien dit. Oui. Désolé, merci. Oui, à plus tard. Tu téléphones à ta petite amie? Quoi, elle, ma petite amie? Et un truc qui est sympa dans Fullmetal à ce niveau-là, c'est qu'on montre que, quand il faut qu'il change sa prothèse et cetera, c'est pas du tout quelque chose qui est confortable, quoi, c'est même assez douloureux. Et quand on a des personnages notamment qui ont des prothèses ou peu importe parce qu'on leur a coupé un bras ou des choses comme ça, on va assez facilement leur mettre une prothèse, mais en occultant complètement tout le côté justement, inconfort, ou douleur, de la prothèse et cetera. Ou Et temps. adaptation aussi. Ouais, Enfin, c'est parce ça, que l'adaptation à la prothèse, c'est vraiment des choses qui sont, par exemple, Luke Skywalker, dans Star Wars, j'oublie très régulièrement qu'il est censé avoir une main en je moins parce pensais à lui aussi. que, la saga s'en fiche en fait, c'est jamais, réexplicité. Alors que dans Fullmetal Alchemist, il y a quand même, quelques passages où on nous le rappelle et cetera. Mais pareil, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de. C'est la même évolution dans la représentation, c'est là mais pas vraiment là, ou alors c'est là mais ça sert juste à déclencher quelque chose dans l'aventure ou être un peu sensationnel. Et après, on commence à se poser de vraies questions où les personnes concernées commencent à râler. Et on a du coup cette évolution et qui a un vrai reflet. Vous en parlez d'ailleurs dans le premier épisode avec les rôles de Peter Dinklage. C'est quelqu'un quand même qui est passé du nain dans Narnia à un personnage très important dans une série parce que Martin du coup l'a écrit de manière comment dire, importante et en tant que personnage intelligent. Et maintenant en fait on le voit dans des films où si on se rappelle du coup du sequel de Hunger Games, où on voit un personnage qui est atteint d'achondrosie, mais en fait c'est pas un sujet. Il jouait aussi dans un des X-Men, il me semble, et pareil, c'était pas du tout un sujet. Il était juste là et voilà, quoi. Il y a aussi dans le film Pénélope où il est un détective. Alors du coup, il y a un peu le côté comique. Il y a encore quand même un côté comique qui est lié à sa petite taille, mais il reste quand même un détective. Voilà, c'est pas. Enfin bon. Mon seul problème, c'est que du coup, on attend les autres. C'est souvent ça le problème. C'est pas tant la représentation, c'est
OK, au début, on représente mal, Mmh. on se pose des questions, on trouve des gens concernés, et on fait mieux. Il y a cette intelligence collective, mais ouais, on a ça une fois, alors bon, hein, on va pas en mettre trop et voilà et sinon on nous traite de wokistes et ça Ah aussi oui. par rapport Oui, bah, oui. par rapport à l'acceptation, c'est compliqué parce que quand on a déjà par exemple, au niveau de l'intersectionnalité, quand on est déjà, une femme, si on va être, une femme noire et que tout d'un coup on va avoir un diagnostic de bipolarité ou de stress post-traumatique, enfin d'une maladie mentale ou un truc, un handicap physique, c'est d'autant plus Mmh. compliqué à accepter. Enfin, et du coup, pour moi, c'est important pour moi maintenant, d'aller plus loin dans la Mmh. représentation du handicap qui est déjà compliqué, mais de parler d'intersectionnalité aussi. Mmh. C'était quelque chose que je m'étais noté ça, justement dans les représentations. C'est que quand on parle de représentation, très, très souvent, on va être quand même sur des personnages cis, blancs, hétéros, tout simplement et déjà c'est «compliqué» entre guillemets d'en trouver, mais en plus, si on veut sortir de ces stéréotypes-là, ça devient extrêmement dur. En fait, j'ai cherché un peu des exemples et j'en ai pas trouvé énormément. Il y a Susanna dans La Tour sombre, qui est noire, alors je sais plus, je crois qu'elle a amputé des jambes, je sais plus trop. Ça fait très longtemps que j'ai lu. Après, il y en a un par contre, alors le personnage a priori est blanc, enfin c'est pas précisé, mais c'est, Stanley n'est pas mort, de Malone Silence, où là le personnage principal est autiste, non binaire, avec un trouble anxieux extrêmement important, en couple, gay. Voilà et d'ailleurs je conseille, beaucoup cette trilogie qui est extrêmement intéressante, on est vraiment dans la psyché, de ce personnage. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas trouvé, je pourrais pas faire de tome 10 avec des personnages, qui ne soient pas cis, blancs, hétéros, Mmh. et donc handicapés, quoi. Oui, et faut pas oublier aussi la question sociale, hein, parce que, c'est une phrase aussi dans Patient que j'avais beaucoup aimée. C'est un patient qui arrive, un nouveau patient qui a eu un accident de moto, je crois, donc qui rejoint un petit peu la bande, des autres patients dans le centre de rééducation de Coubert et qui regarde les gens et qui dit: «Mais, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a que des cassos ici?» Mmh. Enfin, et il le dit comme ça et en fait, c'est vraiment en fait, par rapport, au niveau, social ou de revenus des personnes, on a beaucoup plus de handicap physique. On oublie un petit peu ce détail-là, hein. La classe sociale est très importante. Moi, je le voyais très bien quand je travaillais, en MPR, donc en médecine physique et de réadaptation, le niveau social, des patients et quand tu montes en fait, en psychiatrie et le niveau social il est mais quand je te dis mais au plafond, c'est vraiment, on va être sur des familles très, très aisées qui ont du coup heu, les moyens en fait de s'occuper de la santé mentale de leurs enfants. Les accès aux soins, ouais Mmh. et le suivi. Et le suivi et c'est vraiment, 2 mondes différents, ce qu'on montre pas forcément en fiction, tu vois? Oui, c'est vrai que, pareil, ça je me l'étais noté aussi. C'est, dans les fictions, alors là, on sort un petit peu de l'imaginaire, mais dans les fictions à la, Intouchables, Un truc en PC, tout ça, on retourne un peu sur le côté un peu, sensationnaliste extrême. C'est-à-dire soit des personnages qui vont être assez, misérables et cetera, soit des personnages au contraire qui vont être, inspirants, avec des gros guillemets. Mais on va occulter pareil tout un pan, important de la vie des personnes handicapées. C'est, tout le parcours, diagnostic qui peut être extrêmement compliqué, l'accès aux soins qui peut être extrêmement compliqué, la précarité, les soucis financiers parce que les dossiers MDPH, tout ça, c'est un peu compliqué, c'est La dépêche. compliqué, voilà, c'est compliqué d'avoir, suffisamment de quoi même survivre et Alors ça, MDPH, c'est la maison départementale du ouais, pardon, handicap, voilà pour maison ceux qui ne sont pas départementale des habitués. personnes handicapées, tout à fait En fait, le et problème, c'est que je suis désolée, pardon, je te coupe, non, mais non, vas-y. si tu pars là-dedans, on va se dire: «Mais qui a envie de lire ça?» Tu vois? Quand j'ai un roman à défendre, je parle pas de handicap parce que je sais que ça fait fuir les gens. Mmh. Donc il faut le mettre de manière assez subtile, parce que les gens, en fait, ils veulent pas lire ça. Et c'est pour ça que les choses où les BD dont je parlais, donc Lightfall, Goupil Loufa et HPI, l'important, ce qui est bien dans la fiction, c'est qu'on peut s'attacher à un personnage, avoir assez d'empathie pour, en fait, être intéressé par ce parcours-là. Mmh. Et pour moi, c'est la magie de la fiction. Parce que, tu vois, si tu vends ça comme ça, je veux dire l'autobiographie, d'un personnage comme ça, lambda, qui ne fait que galérer, c'est tout un art, en fait, de passer soit par l'humour, soit par, parce qu'il y a un vrai humour, Andy,
soit par d'autres mécanismes narratifs qui vont faire qu'on empathie avec ce personnage-là pour en fait supporter ses galères, parce que sinon, non. Non, les gens n'ont pas envie de lire des bouquins sur le Oui, plus Sur, ouais, sur réaliste sur le parcours, ouais, sur le tout à fait. parcours, voilà. Mais ça me fait penser, alors c'est assez peu connu, mais il y a une série alors qui est éditée par George Martin qui s'appelle Wild Cards, et où en fait le concept c'est qu'il y a eu un virus qui est arrivé sur Terre, que les personnes qui ont chopé le virus à 90% sont mortes, 1% a eu des changements physiques ou mentaux qui font que ils ont des super pouvoirs, et les autres pourcents, enfin le reste, ont eu des mutations mais délétères. Et ce qui en fait des personnages handicapés. Et en fait, on en suit plusieurs comme ça. Alors le fait que ce soit séquentiel et que ce soit en nouvelle fait que ça a peut-être plus été vendeur justement pour l'édition, mais où justement ce sont des personnages dans leur vie, alors ou quotidienne ou à qui il arrive des aventures, mais qui justement en fait ont eu à faire face à cette arrivée du handicap, et voilà, quelle est leur vie de tous les jours. Et on a quelques nouvelles qui sont assez intéressantes justement sur au quotidien qu'est-ce que ça peut donner, et surtout sur l'acceptation par l'autre et par la société validiste. Voilà, les nouvelles sont assez inégales, mais il y en a quand même qui sont assez intéressantes là-dessus. La fiction a un vrai pouvoir sur la réalité. Pour moi, c'est pour ça que ça doit être. On est sur un devoir de représentation limite. Ouais, toi aussi, c'est ce que disait De Rosso justement dans son article. Il y a un véritable devoir. C'est pour avancer un tout petit peu et continuer, il y a aussi un type de récit qui existe, où une des façons de représenter le handicap, c'est au contraire de mettre le héros ou l'héroïne dans une situation où tout le reste de la société a des sortes de super pouvoirs, ou en tout cas a des caractéristiques en plus, et le héros qu'on suit justement n'a pas tout ça, et serait un personnage tout à fait classique, cis hétéro. Alors il y a pas mal de récits comme ça. Moi j'ai en tête, c'est celui que je connais parce que je l'ai lu, c'est Windhaven, encore un George Martin, où en fait les personnages, les habitants ont des ailes, et on suit un personnage qui n'en a pas. Il y a un manga aussi qui s'appelle Broken Blade, où là on a des personnages qui ont des sortes de pouvoirs et qui permettent de manipuler des mechas, et le héros qu'on suit n'en a pas. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant comme forme de narration. Là on est plus sur une question de c'est l'occasion de mettre en lumière en fait une société ultra validiste et le regard, mais en renversant un petit peu les perspectives. Et voilà, je sais pas, savoir ce que vous éventuellement vous en pensez, ce que s'il y a une fiction qui vous a marqué dans ce domaine-là, ou autre. Quand c'est fait de manière, justement pour renverser ce trope-là, ça va, mais là je pense au manga My Hero Academia, où en fait ce mal va être complètement compensé. C'est ce qu'on dit tout à l'heure, là ce n'est pas intéressant. En jeunesse, je crois qu'il y a Norman n'a pas de super pouvoir, de je ne me souviens plus de l'auteur, c'est chez Gallimard, où là du coup il me semble qu'il va compenser, mais par autre chose. Je veux pas dire de bêtises. Donc c'était un peu mieux fait. Mais oui, c'est juste que techniquement, ça demande énormément de réflexion. Plutôt que ça peut être intéressant plutôt que de faire un espèce de pastiche d'une expérience qu'on n'a pas. Dans le handicap, c'est aussi compliqué parce que, notamment, comme ce que je disais dans le handicap mental ou dans tout ça, c'est que, ou même, mental, cognitif, c'est que parfois les personnes concernées n'ont même pas en fait la force d'exprimer leur propre voix. Donc moi, j'ai pas trop d'exemples en fait de ce trope-là. Enfin, j'ai pas forcément lu ou vu d'œuvres avec ça, mais effectivement, j'ai envie de dire, dans l'absolu, pourquoi pas. Après, effectivement, comme tu disais, tout dépend comment c'est fait, et de ce que ça dit en fait. Moi, l'important c'est de faire en fait. Oui, puis on voit après. Ouais. D'essayer. Par exemple, parler de mon personnage. Oui, et de corriger. Par exemple, moi, mon personnage de Nayla, donc dans le Talisman des 4 dragons, j'étais vraiment sur une fantasy 9-12, inspirée de la culture manga et du coup de légendes algériennes.
et j'avais pas du tout prévu, ce doigt manquant. Il se trouve que mon cousin a eu un accident, à, 13, il avait 13 ans, du coup, il y a 2 ans. Hem, donc où sa bague s'est coincée, lorsqu'il faisait la levée de drapeau, et donc il a perdu un morceau de son doigt, quoi. Et ouais, et du coup, enfin bon, grosse déprime, qu'est-ce que je vais faire sur mon doigt? Puis après, j'ai eu d'autres patients aussi qui avaient eu des amputations de doigts suite à des chutes ou des engelures, donc de patients migrants, ça arrive, énormément les amputations, dans ce contexte-là. Et en fait, les mains, c'est vraiment quelque chose au niveau de la représentation, au niveau, de toute façon au niveau de l'homonculus, enfin par rapport à la place que ça prend dans le cerveau, par rapport à enfin c'est extrêmement, important. Du coup, en fait, j'ai rajouté ça à cette histoire, un peu sur le tard, et je me suis posé cette question d'utilité. Je me suis dit: «Mais en fait, ça va servir à rien, mais c'est pas grave». Bah, en tant que personne concernée, enfin, j'aime bien, justement ces représentations où entre guillemets «le handicap sert à rien». Mmh. Juste le personnage est handicapé. Enfin, Ouais. personnellement, j'aime bien aussi ce type de représentation, Oui, où c'est pas un ressort narratif, en fait. Ouais, c'est ça, Ça va c'est pas juste, être le voilà, on fantôme de existe voilà. et on Ouais. n'a pas besoin d'avoir, de Mmh. compétences particulières, juste on Voilà. existe. Voilà. On existe, mais quand même avec nos cicatrices. On parlait de la Oui. douleur, et c'est vrai que autant je parle pas de douleur fantôme parce que c'est pas automatique. Enfin, souvent, les gens qui veulent bien faire, ils sont là: «Oui, mais c'est vrai, il faut penser aux douleurs fantômes». Je lui dis: «Ouais, mais c'est pas tout le temps». Ouais. Mais par contre, on rejoint un truc qui est vraiment, transversal, c'est la douleur. Mmh. Qu'elle Oui, qui est soit, assez, voilà, qu'elle soit physique ou psychique ou, complètement. Et alors, est-ce que parmi les façons dont les handicaps sont représentés, est-ce qu'il y a un cliché vraiment plus que les autres qui vous énerve en particulier? C'est-à-dire que c'est même pas là, Non. juste, on souffle, c'est vraiment qui vous énerve et qui vous ferait balancer le livre ou Ah ouais, moi lancer un truc sur la Moi télé? aussi j'en ai. Vas-y. moi c'est le fauteuil roulant. Alors vraiment, enfin ça me en fait, du coup moi j'avais ce qu'on appelait un groupe fauteuil, donc j'organisais du coup, le l'apprentissage en fait de la manipulation du fauteuil roulant. Mmh. Et il faut savoir qu'il y a énormément de fauteuils, et souvent, je vois dans les mangas, dans des BD ou même dans des couvertures de bouquins, des représentations de fauteuils roulants qui sont des fauteuils d'hôpitaux en fait, qui sont pas des fauteuils de la vie quotidienne. Et du coup ça me donne envie enfin c'est pas si grave, mais c'est tellement illogique. Je me dis: «En fait, tu n'as jamais vu le Mmh. fauteuil d'une personne handicapée pour dessiner ça». Mmh. Enfin, c'est avec, pas un dossier super haut et puis des poignées et puis en plus des cale-pieds alors que Oui, c'est pour quelqu'un qui est valide, quoi, c'est la personne n'est pas autonome avec une chaise comme ça. voilà, exactement. Mmh. Et il suffit de taper, je sais pas, personne paraplégique sur Google et puis tu trouves en fait un fauteuil actif ou et pas un fauteuil d'hôpital, enfin bon. Donc ça, c'est le truc qui m'irrite. Alors je sais c'est pas le truc le plus grave, mais ça me Non, mais genre je vois ça, voilà. c'est le principe de la question, c'est même si c'est le cliché pas très important, lequel vraiment Mmh. énerve, Ouais, alors moi, c'est ça. C'est vraiment le fauteuil roulant, la manipulation du fauteuil roulant, voilà. Après oui, Moi il y je en a un deuxième, pardon, vas-y. c'est la schizophrénie. Vraiment la Oui. représentation de la schizophrénie, enfin, quand tu vois des splits et cetera, enfin, les gens ne connaissent pas cette maladie. Heu, le cliché, enfin, c'est vraiment le cliché ultime, et les gens schizophrènes le vivent extrêmement, mal. Et vraiment, quand je dis qu'il y a parfois aucun rapport entre la représentation d'une personne schizophrène et de ce que c'est que la Mmh. schizophrénie, c'est vraiment aucun rapport, et c'est très stigmatisant. Donc les gens n'osent pas dire, en fait, un peu comme la bipolarité, on n'ose pas parler de son diagnostic. Mmh. Et parfois, en fait, on a besoin de prévenir la personne que voilà, j'ai eu un Bah, tout comme diagnostic de dans les fictions, schizophrénie, voilà. Voilà, en fait, les gens n'osent même pas en parler parce que les fictions, parce que c'est limite un petit peu comme, c'est de la monstruosité, quoi. C'est le Joker, c'est Mmh. le Bah, de fait, et voilà. ouais. Et est-ce que tu aurais un exemple de fiction qui, l'a représenté? Alors je pensais à Shutter Island, mais je sais plus Heu, s'il est dit qu'il est schizophrène ou pas. il a des hallucinations, oui, mais il y a quand même ce côté sensationnel dans Shutter Oui, voilà, Island. c'est Ah ce que oui, bah, j'allais ça dire, complètement, c'est, Ouais. Mais mais du coup c'est j'adore j'aime beaucoup ce film, hein, mais je on peut aimer, des choses et ouais. critiquer sur certains aspects, hein, c'est
Et toi, du coup, Symphonie? Mais du coup, ça tombe bien que tu en as parlé parce que c'était mon cliché, détesté numéro 1 aussi, le cliché, que je résumerais au fou dangereux enfin Mmh. qui est je trouve surutilisé, mais sans aucune pertinence et très stigmatisante, pour les personnes. Donc je vais pas revenir dessus parce que tu en as déjà parlé. Par contre, donc on en a un peu parlé. Un autre, c'est le cliché de l'handicapé génial et inspirant, voilà, qui me hérisse un peu parce qu'on n'a pas besoin d'être, génial, pour, mériter d'exister et qu'on parle de nous. Et il y en a un troisième qu'on n'a pas cité, que je n'aime pas, c'est ce que j'appelle l'handicapé dans le frigo, par comparaison avec la femme dans le frigo. Alors j'explique un peu, le cliché de la femme dans le frigo, c'est quand on a une femme qui est, un personnage féminin qui est enlevé ou tué ou peu importe et ça va déclencher en fait l'arc narratif du personnage masculin, soit de vengeance, soit qui va devoir aller sauver, la personnage et on a ça en fait sur les personnages handicapés, c'est-à-dire on va avoir soit, alors souvent ça va être un enfant ou une femme qui va être handicapé, mais juste handicapé. Enfin je veux dire, il y a pas tellement d'autres, points de caractérisation et en fait, c'est, ce personnage-là qui va déclencher l'arc narratif, des autres. C'est-à-dire soit parce qu'il va falloir créer un monde, parfait pour ce personnage-là ou aller, le chercher ou peu importe. Mais en fait, ce personnage-là n'est pas un personnage, c'est un prétexte à l'arc narratif d'un autre personnage, en fait. Oui, c'est Code Geass, quoi. Donc ouais, pareil, je pensais à Code Geass, à Denali, notamment. Il y en a un autre que j'ai lu récemment, donc en gros, c'est un enfant qui est autiste et donc c'est vrai, bah, le cliché de l'autiste non verbal, qui parle pas, qui fait des crises, toutes les 3 secondes et ce qui va déclencher l'histoire, c'est que cet enfant, disparaît de façon surnaturelle et donc sa sœur va devoir aller le chercher mais l'enfant lui-même, voilà, c'est tout. C'est juste le petit frère autiste, qu'il faut aller chercher parce que, il a disparu. Mais ce personnage ne sera pas du tout caractérisé autrement, en fait. On s'en Mmh. fiche complètement, c'est juste, la caution handicapée du bouquin, quoi. En parlant de pardon, je reviens sur un truc dont on a parlé il y a 20 minutes, mais du personnage valide en fait, dans un monde, de handicap. Donc là, c'est un roman que j'avais beaucoup aimé de Rachel Cohen Bid qui s'appelle, Un peu plus près des étoiles. Ah oui, Heu ça me dit quelque chose. et donc là, c'est un jeune qui va se retrouver donc son père est médecin et qui va se retrouver dans un centre, de rééducation, pour, ados et il va être le seul valide et chaque personnage a un peu son agenda, justement et enfin il y a une romance, à l'intérieur et justement, enfin ne pas il y a pas de prétexte, chacun a son arc narratif, et avec cette, enfin de se sentir, comment dire? Il y a pas besoin d'écrire un monde de fantasy pour, justement renverser cette norme-là parce que c'est c'est possible dans la vraie vie. Bon, c'est un peu général comme question, mais est-ce que, vous pensez ou est-ce que vous voyez qu'il y a une différence sur la représentation des personnes, handicapées en science-fiction ou en fantasy? Ou est-ce qu'il y en a un qui a plus tendance à être l'autre? Alors effectivement, le côté science-fiction fait que, bah, il y a toutes les nouvelles technologies qui, Moi, je pense viennent qu'on met contre plus de pas. limites par Mmh. rapport à ces technologies, dans ce qu'on voit en ce moment. Donc on a plus ce côté, enfin les personnes réfléchissent plus aux conséquences, mais Mmh c'est mh. un peu enfin notamment en steampunk, tu vois? Tu vas plus réfléchir au côté colonial aussi du steampunk, ben, c'est pareil Mmh. pour le côté, cap. Ensuite, c'est pareil en fantasy avec la magie qui ne soigne pas tout et il y a beaucoup plus d'intersectionnalité. Comme tu disais avant, c'est pas genre juste le personnage qui est handicapé, très essentialisant, c'est une personne lambda et donc une personne lambda forcément elle a plusieurs caractéristiques et en fait, des fois ça fait un petit peu liste de courses, mais en fait c'est une enfin, la vie est comme ça quoi. Enfin je veux dire, on est, on n'est pas forcément enfin comme tu disais, l'homme, blanc, de classe moyenne, bah, qui a un handicap ou qui va être en situation de handicap. Voilà et là je rebondis sur un truc de tout à l'heure aussi, un autre cliché, sur la paraplégie. Mmh. Heu, que qui m'insupporte aussi. Il faut savoir qu'en fait, la paraplégie, il y a une chance sur 2 que ce soit traumatique. En fait, il y a 50 de blessures médulaires qui sont dues, en fait, à, d'autres pathologies ou des AVC, enfin non pas des AVC, mais des accidents vasculaires au niveau de la moelle, enfin, il y a pas que le traumatisme. Il y a aussi, des choses beaucoup plus complexes, heu,
ou simples, mais qui ne sont pas du coup le gros traumatisme du combat avec tel méchant, voilà. Juste ce que tu dis, ça me fait juste penser à un exemple que j'avais bien aimé. C'est dans Un éclat de l'aube de, Sanderson. En fait, on a, Rhys, la protagoniste de cette, novella, qui alors je crois qu'elle est paraplégique due justement à un traumatisme. Et en fait, un petit détail que j'avais beaucoup aimé, c'est, donc elle est en fauteuil et c'est, pour elle, en fait, le fauteuil, c'est pas du tout, quelque chose qu'elle voit de façon négative. Pour elle, c'est pas du tout, entre guillemets «une prison» ou quelque chose qui va la limiter. Au contraire, c'est bien explicité que pour elle, c'est vraiment la liberté, qu'avec son fauteuil, elle va pouvoir continuer à vivre des aventures et tout ça. Et c'est quelque chose qui manque des fois sur les représentations. Je trouve que les aides à la mobilité et tout ça peuvent être montrées d'un point de vue un peu, entre guillemets «des négatifs» ou mal acceptés, Mmh. en fait. Donc j'avais trouvé ça intéressant sur, cette représentation-là, en fait, de ce personnage. Oui, c'est ce que j'avais essayé de faire un petit peu avec mon mécaniste, je reparle du coup du personnage de Nejim qui a une agénésie, et du coup, qui est très fier en fait des prothèses qu'il fabrique et qui explique, en long, en large et en travers parfois, comment ça Mmh. fonctionne un genou, comment on peut, du coup recréer une articulation et cetera, et ça devient, une, une vraie passion même si, c'est pas la solution, à tout et il souhaite du coup se perfectionner cet art, pour redevenir entre guillemets «normal». Mais ouais, il y a quand même la beauté de l'ingénierie derrière qui est montrée. Mmh. Ouais, donc en fait, si je résume, effectivement, montrer peut-être plus du quotidien Mmh. des personnes handicapées, c'est une, meilleure façon d'écrire un personnage porteur d'un handicap. Ça, puis plus de variété, en fait, dans les voix représentées, Oui, on choisit souvent la facilité. Mmh. Je veux dire, il y a une surreprésentation, des personnages amputés. Bon, après, c'est Mmh. peut-être dû à la fantaisie, hein, mais il y a d'autres choses, on peut écrire de la fantaisie. Voilà, le Mmh. trouble anxieux dans Lightfall, moi, je le trouve, Il y extrêmement a, bien représenté. il y a une œuvre de fantaisie que j'adore, ça c'est, Rochard, de Brandon Sanderson. Je vais essayer de pas trop détailler pour éviter de trop spoiler, mais il y a vraiment une thématique autour de la santé mentale qui est extrêmement importante dans Rochard, au niveau des protagonistes. Donc on a un des protagonistes en fait qui est extrêmement badass, enfin vraiment c'est le personnage de fantasy, bien badass tout ça, mais d'un autre côté, il a, un trouble du stress post-traumatique, pardon. Et en fait, il va développer une dépression assez, conséquente, en fait. Et pour, avoir eu plusieurs dépressions dans ma vie, j'ai trouvé que c'était une très bonne, représentation, de ce personnage-là. Avec, en plus des développements narratifs assez intéressants et inattendus que je développerai pas. On a un autre personnage, qui a un trouble aussi, qui peut être assimilé à un TDI. Et pareil, je trouve représenté de façon beaucoup plus intéressante que ce qu'on peut voir souvent, sans stigmatisation, enfin, sans ce genre de cliché-là qu'on peut avoir. On a un autre personnage qui est, autiste, que ça a été confirmé d'ailleurs par l'auteur et pareil, c'est une représentation beaucoup plus subtile que ce qu'on peut avoir habituellement. D'ailleurs, si on ne sait pas qu'il est autiste, on peut passer à côté des signes. Mmh. Enfin, ouais, il y a plusieurs représentations comme ça, dans Rochard, qui sont il y en a d'autres, hein, mais disons que c'était les principales. Mais c'est assez inattendu en plus parce que c'est un cycle de high fantasy, voilà, relativement, Mmh. classique, à côté de ça. Mais dont les personnages principaux, enfin, voilà, ils ont vécu des choses assez terribles et ça a un impact, Mais parce que la dans vie leur, est c'est voilà. voilà, La vie est comme ça, en fait. c'est C'est ça. qu'en fait, on nous accuse de trop en faire, parfois, et des fois je me dis: «Mais vous vivez dans quel monde?» Parce que la société n'est pas, voilà, c'est que déjà les personnes sont invisibilisées dans la société. C'est pour ça que peut-être que vous savez pas dessiner un fauteuil correctement et que vous ne savez pas que votre ami, en fait, a une schizophrénie, diagnostiquée ou un trouble bipolaire parce que du coup la personne voilà, et Oh là là. voilà. C'est en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Heu, Mmh. donc moins on en parle, plus on en parle mal, plus les gens sont invisibilisés, moins du coup on se pense que notre société est plus, diverse que ce qu'on pense, et du coup quand on écrit du coup de manière plus diversifiée, on nous accuse de comment dire? D'en faire trop, Oui, c'est complètement, ouais. Oui, ou de faire des listes et de cocher des cases, oui, ça de cocher des cases, j'arrête pas de et le voir. voilà, c'est une expression qui revient souvent, ça, cocher des Ah ouais, cases, ouais, c'est et Alors je que suis là, mais en fait, voilà, c'est pas cocher des cases,
c'est essayer C'est d'être. montrer une diversité. Mais c'est même pas montrer une diversité, c'est montrer la pluralité de notre société. Parce que ce que j'aime pas avec le mot diversité, c'est qu'on est divers, c'est qu'on est à l'extérieur. Alors que non, on est au cœur aussi de la société. Ah oui, complètement. Et cette notion de pluralité, on a beaucoup de mal à l'accepter. Donc du coup, moi, je mets jamais en avant. J'ai un autre roman aussi en préparation avec 3 personnages du coup qui sont en situation de handicap parce que ça se passe dans un centre de rééducation avec des fantômes. Et du coup, je sais très bien que je vais pas le vendre comme 3 personnages qui sont en situation de handicap. Enfin, tu vas vendre l'aventure, Oui, l'aventure. avant tout. Voilà, l'aventure avec ce château hanté. Enfin bref, parce que du coup les gens ne veulent pas l'entendre. Il faut un petit peu les forcer. Tu vois? Et là, j'ai l'impression d'entendre, alors j'ai pas lu les archives de Rochard, mais on est sur un truc de high fantasy, on pense qu'on va consommer de la high fantasy un peu, classique, en respectant les codes et en fait non, pas C'est tant que ça. ça donc En fait, c'est de la fait très de bonne manière fantaisie classique, ouais, mais il y a mais des du choses coup en plus plus. voilà, c'est ça, plus subtil C'est et je ça. pense que c'est comme ça qu'il faut, vendre le truc en imaginaire. C'est vendre une aventure et dans cette aventure, il se trouve que, les aventuriers, ils ressemblent à ce qu'on voit, dans la société. Complètement, ouais. Ça me fait un peu penser à ce que disait, c'était le réalisateur de La Famille Bélier, qui a vraiment galéré à vendre son film en fait, où il expliquait que en fait, il a eu énormément de refus en fait, parce que, ça intéresse personne, qui sont sur le handicap. Voilà et du coup, ça me permet d'enchaîner sur, peut-être, une dernière question, en tout cas, avant qu'on aborde la conclusion. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des évolutions, dans la représentation du handicap? Est-ce que parce que je dis ça parce que dans l'article, Drozo trouvait qu'il y en avait moins, qu'il y avait une régression depuis les années, entre 2010 et 2020, où il y a l'impression que soit les personnages étaient plus stéréotypés, soit il en voyait moins et il faisait la comparaison entre, Game of Thrones, et c'est plusieurs personnages handicapés et House of the Dragon. Alors je sais pas si vous l'avez vu, enfin si tu l'as vu, toi Yasmine, House of the Dragon, mais où on a un personnage handicapé qui a le pied beau et qui est beaucoup plus cliché que ce que n'étaient les personnages dans Game of Thrones et en fait c'est la figure du handicapé, alors en saison 1 parce que saison 2 c'est un peu différent, mais parce que il est handicapé, il compense, et c'est présenté comme un vice, hein, vraiment. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est une question très générale parce que je suppose qu'en fonction de Pour moi, faut là où faire on regarde, c'est attention, pas pareil. voilà. Cette question, faut faire attention parce qu'il faut faire attention au paradoxe de Tocqueville, hein. Donc comment dire? On supporte de moins en moins les inégalités, enfin plus ça va et moins on supporte les inégalités. Donc ce qui est paradoxal et je pense que parfois on est peut-être un peu là-dedans. Mais c'est bien. Parce que voilà, comme la situation s'améliore, c'est comme pour la représentation des femmes dans l'imaginaire. Enfin, je veux dire, comme la situation s'améliore et en fait, au moindre petit truc, non, ça ne va pas et donc peut-être que c'est la même chose pour le handicap. Je suis assez d'accord avec toi, en fait, Yasmine, parce que, je cherche pas forcément à lire, des livres handicapés. Je veux dire, quand je tombe, dessus et qu'il y a un personnage handicapé intéressant dedans, très bien. Mais par contre, sans les chercher, assez régulièrement, je tombe quand même sur des romans où il y a des représentations de personnages handicapés et assez souvent des représentations, en fait, que j'aime bien. Donc comme tu disais, voilà, est-ce qu'on si on est plus sensible à ça et du coup, effectivement que, on va être un peu plus regardant dessus, parce que voilà, je sais pas si on régresse, parce que voilà, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes qui se font quand même actuellement. C'est dur à Donc dire, hein, c'est dur à dire. ouais, c'est Est-ce ça, qu'on est c'est un pas peu dans le évident à paradoxe de estimer. Tocqueville ou est-ce qu'on est sûr parce que du coup, il y a eu des chiffres sur les animaux dans les albums jeunesse ou est-ce qu'on est, vraiment sûr, on sait que ça va être, divisant donc on évite le problème, quoi? Et bon, ce serait intéressant de faire une étude là-dessus, hein, Ouais, clairement. mais c'est vrai que sans chiffres, c'est pas évident de vraiment Oui, oui, statuer, oui. Ça c'est clair. Et puis on est biaisé par nos choix de lecture aussi, même si enfin, Clairement, même on peut même pas si tout tu ne lire. cherches pas, voilà, enfin, ce que disait Symphonie, même si tu ne cherches pas cette représentation-là, en achetant certains auteurs, par exemple, si tu achètes mes bouquins, tu vas te douter que je vais pas Mmh. parler de Oui, de oui. certains sujets, tu vois? Donc et comme tu achètes enfin, c'est Ouais. tu vas forcément être dirigé par aussi, parce que maintenant on a cette starification de l'auteur, on sait beaucoup plus qui est derrière le bouquin et donc on sait beaucoup plus où est-ce qu'on veut mettre son argent
Donc tu pas tombé tant au hasard sur des bonnes représentations, tu vois? C'est possible aussi, oui. Donc ce serait intéressant de faire une étude chiffrée, comme, pour la représentation des personnes racisées dans la littérature Mmh. jeunesse et qui sont remplacées par des mignons écureuils. Du coup, éventuellement, en guise de conclusion, est-ce qu'il y a un personnage, de fiction porteur de handicap allez, je vais rajouter une contrainte en plus dont on n'a pas parlé. Oh non! Non, alors je rigole, ce sera entre parenthèses. Qui vous a marqué, alors en bien, en mal, pourquoi? Vous avez le droit de reprendre des passages qu'on a parlé, mais Je vais essayer de pas reprendre. Moi, c'était les lépreuses et les lépreux dans, Prince Mononoke. Mmh. Et il y a, voilà, ce côté, en fait, c'est ce qui a donné aussi toute la nuance de cet antagoniste de Dame Eboshi. Même si à la fin, ils sont soignés par, les esprits, mais c'était la première fois que je voyais, du coup, cette représentation de personnes lépreuses et réfléchir aussi, au côté utilitariste de ces personnes-là, enfin, et que je voyais un personnage aussi ambivalent, que Dame Eboshi. Enfin, du coup, ouais, c'est ce groupe, alors ils ne sont pas nommés, on ne sait même pas en fait si ce sont des hommes, des femmes, enfin parce que du coup ils ont du coup ces bandages tout autour d'eux, enfin, mais ouais, je pense que c'est une des représentations qui m'a vraiment marquée dans comment dire? Dans mon imaginaire et la formation de mon imaginaire. Du coup, moi, je vais pas reciter, Rochard et Stanley pas mort. Par contre, il y en a Meilleur un autre que j'aime personnage. bien, c'est, Roulad, Senghar dans, Le Livre des Martyrs. Donc pareil, sans trop spoiler, parce que c'est un personnage qui arrive, un petit peu tard dans la série. En gros, c'est un personnage, il va lui arriver une embrouille avec, un dieu et il se retrouve à avoir une douleur, intense et permanente et en fait, ça m'a marquée parce que, déjà, bon, le l'arc narratif du personnage est intéressant et c'est l'un des rares personnages où on met autant l'accent justement sur le côté douleur, permanente. Puisque moi, j'ai des douleurs chroniques permanentes et du coup, c'est assez rare, que je vois des personnages où je peux me dire: «Tiens, ouais, ça me parle», et du coup, je trouvais ça intéressant, voilà. Chao, est-ce qu'il y a, toi, il y aurait un personnage dont tu te souviens qui t'a marqué? Des personnages qui ont un handicap, il y en a pas mal, qu'est-ce qui pourrait me venir en tête sur, bah, je pense il y a un manga The Silent Voice, ça parle de plusieurs, thèmes, donc le handicap, mais également le harcèlement, scolaire et je trouvais intéressant quand même qu'on ait ce personnage, donc le personnage principal n'est pas la personne, porteuse de handicap parce que c'est une jeune fille qui en plus d'être handicapée, de surdité et donc qui en plus ont des a des difficultés pour parler, elle a, à l'école un mauvais traitement et du Mmh. harcèlement et ce que je trouvais intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'en fait, elle-même, son handicap, c'est ce qui la définit, ce qui définit toute son histoire, mais c'est pas ce qu'elle, veut définir pour son histoire Mmh. à elle, en fait. Elle part du principe que son handicap a amené le fait qu'elle ait eu, du harcèlement scolaire, mais quand le temps passant, ces harceleurs, deviennent également des personnes harcelées et après tentent de réparer leurs erreurs du passé, heu ce qu'elle souhaite en tant que personne ayant un handicap, c'est pas qu'il reconnaisse son handicap, c'est qu'il le considère comme une personne normale, en fait et c'est ce que je pense la plupart des personnes porteuses de handicap souhaiteraient qu'il soit chez eux, enfin, dans le IRL, dans le monde réel et même dans les fictions, c'est qu'en fait, ce soit des personnages ayant un handicap, mais qu'on considère comme étant, n'importe qui. Disons qu'il y a une banalisation un petit peu du handicap, que Voilà, ce soit c'est plus ça. quelque chose de, «extraordinaire» entre guillemets, Ça. Mmh. Mmh mh. Du coup, je vais pouvoir citer alors moi, c'est un peu plus anecdotique, mais je sais pas si vous avez vu la série Chaos, Mmh. sur, Netflix qui est, trop bien et annulée parce que, c'était trop cher et je suis triste. Mais le personnage de Dédale, qui est joué par Matt Fraser en fait, et donc, Dédale, l'artiste, celui qui est à l'origine du labyrinthe, hem
qui en fait est porteur d'un handicap sur ses mains et sur ses bras, hein, qui de naissance en fait n'ont pas poussé et donc il a des handicaps. Mais en fait, j'ai trouvé que alors confier le rôle donc à un personnage qui est porteur d'un handicap pour un personnage qui est artisan, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et la façon dont c'est traité dans la série, c'est comme vous dites, c'est que c'est pas du tout abordé. C'est que en fait on a un personnage qui c'est jamais évoqué, on le voit faire des adaptations quand il prend un pinceau, il y a des adaptations, etc., mais c'est jamais un sujet. Et donc je trouve que ça fait partie de la banalisation justement du handicap, ici handicap physique, et j'avais envie de citer Chaos aussi parce que c'est très bien. Oui, je pense du coup à l'actrice aussi qui a été recrutée, qui a une spina bifida pour jouer dans Wicked, le magicien d'Oz. Donc et puis du coup il y a des passages de danse, etc., qui s'opposaient un petit peu à Glee, où là le personnage était valide. Et donc là son handicap va être un sujet parce que du coup sa grande sœur doit porter un petit peu le poids doit la protéger justement, alors qu'elle veut vivre sa vie, mais c'est pas non plus la trame narrative complète, quoi. Il y a quelque chose qui est important dans les exemples que vous avez donnés, c'est qu'en fait, ce sont des personnages ayant un handicap qui sont portés par des acteurs qui ont un handicap. Et ça, c'est quelque chose qui ont en fiction littéraire, la question se pose pas, mais tout ce qui est les fictions, séries, télé, cinéma, c'est quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, on est un personnage handicapé, il y a des acteurs, il y a plein d'acteurs qui ont un handicap et ça serait intéressant que ce soit eux qui représentent leur propre personnage. Ou alors soit ils représentent leur propre personnage, soit ils représentent un personnage lambda. Oui, complètement, ouais, tout à fait, Oui, ouais. ah oui, totalement, oui, quand j'ai Voilà, oui, bien sûr, Ce qu'on dit sur Peter Dinklage, effectivement. Oui, voilà, totalement. Peter Dinklage. Enfin, c'est un petit peu comme tu vois l'adaptation du Witcher ou alors ce personnage de comment elle s'appelle, l'autre sorcière. Yennefer. Pas Yennefer, mais Triss. Ouais. Du coup, qui est jouée par une femme noire. Enfin, tu vois, ça. Est-ce que si elle avait été jouée par un personnage porteur de handicap et que c'était pas le sujet, il y aurait eu autant ça aurait peut-être fait de le même tollé, mais du coup, ça aurait été aussi représentation de la vie, quoi. Oui, non, mais complètement, ouais. Et puis il y a plein d'acteurs dont on ne connaît pas le handicap parce qu'il n'est pas physique, et qui l'ont et que c'est des acteurs. Parce que un acteur handicapé, comme un artiste handicapé, c'est un artiste ou c'est un acteur, c'est pas Oui, mais quand on voit la santé mentale chez les artistes, je pense que c'est pas très dur à trouver. Vaste débat. Mais j'ai envie de dire, c'est valable pour les acteurs et actrices, mais c'est valable aussi finalement pour tous les créatifs. Parce que pour moi, en fait, les représentations dans la fiction, c'est indissociable des représentations dans la vraie vie, et y compris parmi les créatifs. Donc parmi les créatifs, donc tout ce qui va être auteuriste, réalisateur, scénariste, illustrateur, etc. Donc sans parler forcément de n'écrire que sur ce qu'on connaît et de ne pas écrire sur la question du Voice et tout ça, je pense que c'est important aussi de multiplier en fait les voix en fait, c'est-à-dire, mettre en avant aussi, des personnes concernées, dans l'écriture, pour en revenir sur l'écriture. Ça passe aussi par, des accessibilités, pardon, dans les ressources, dans les salons, dans tout un tas de choses, même au niveau des publics. Si les publics concernés ne peuvent pas accéder pareil au salon, des choses comme ça, on a un peu avoir l'impression que, non, les gens ça les intéresse pas, les gens viennent pas, enfin, c'est tout entremêlé, et cetera. Enfin, je veux dire, on peut pas, c'est Des des fois, il aspects suffit qui vont voilà. ensemble, en fait. Des fois, il suffit de rajouter un banc. Oui, c'est ça, un banc ou un espace un peu Non, plus mais voilà. calme, ou Il suffit de rajouter un banc et tu vois que c'est ça. l'espace est occupé Ou ne pas par une mettre personne des différente. panneaux occultants devant, l'accès ascenseur comme ça devait arriver dans un salon. Enfin voilà, c'est aussi tout repoussé à ce niveau-là, et parfois il y a pas besoin de grand chose, en fait. Oui, c'est ça. Et ma foi, ce fut un podcast vraiment passionnant. Donc on va finir là. On vous remercie en tout cas, Symphonie et Yasmine Gebel. Merci. On vous retrouve, alors Symphonie, sur ton blog, on mettra le lien, et Yasmine, on te retrouve en salon, je suppose. Il y en a un qui bientôt arrive, ou
Non, non, alors du coup, moi, mes sorties, ce sera en janvier, puis en mai et en octobre. Du coup, plus sur les salons d'avril, je sais pas encore lesquels, mais sûrement, à Rennes et j'espère aux Imaginales. Donc, Bah, ce sera avec plaisir. mais du coup, l'année prochaine, ouais. Et bah, rendez-vous en 2026. Et du coup, on vous fait un gros bisou à tous et à toutes. Et on se dit à bientôt pour d'autres sujets, plus trop de le faire ou pas, on verra. Allez, au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Superbe conclusion. Je te demande